La course est longue et je cherche pas spécialement à battre qui que ce soit. Sur le Dakar, le meilleur ennemi c'est soi-même, donc voilà, il faut se battre contre soi-même déjà avant de chercher à battre les autres. Coucou! On a l'équipe qui est là à l'arrivée de la spéciale, il y a Clément qui est là-bas. Je les ai pas vus, j'espère que notre chaîne YouTube. Ouais, rapide. Ouais, bah ouais, grave, je pensais pas que vous alliez arriver tout de suite. Ouais. Ah, mais c'est bien parce que demain on part apparemment aux aurores. Moi on n'arrive pas trop tard au bivouac, là il y a 2 heures de route à peu près. Ça va faire arriver à 3 heures quoi, à peine. Ouais, j'ai pas fait une spéciale de fou, mais c'était. Ouais. Bah, t'es dans les 32 quoi. encore, ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Après il y a Barada qui est tombé. Ouais. Donc, Mais apparemment ça va quand même. Hein? Ça serait pas trop grave apparemment. Ouais. Moi j'ai regardé la vidéo d'hier et c'est encore dans la vidéo d'hier, donc si tu veux. Hein? C'est encore dans la vidéo d'hier, c'est pour ça que j'ai dans la tête depuis ce matin. Horrible cette chanson. Mou, mou, mou. T'arrêtes de le mettre ça. Bon allez, je vais à l'essence. Allez à toutes. Ma mission c'est de mettre du jus dans le camion pour que monsieur Clément Armand ici présent puisse mettre votre vidéo préférée sur YouTube. Il n'est pas pris. Tac. Toujours un petit peu de pression avec la première moto parce que surtout s'ils arrivent à 2-3, là la course moto elle est serrée en plus. Donc les pilotes ils arrivent, ils sont pas très patients, ce que je comprends. Et normalement quand tout va bien, mon système il me sort mon ticket, j'ai mon temps, j'ai mon classement, j'ai le strat, j'ai tout. Mais avant de les lâcher, je confirme toujours à la radio avec Hélène qui est là-bas. Et elle me donne son temps manuel et on confirme parce qu'il peut y avoir une anomalie de 10 secondes et là il faut régler le problème. C'est peut-être moi qui ai tort, c'est peut-être elle qui a tort. Donc on ne peut pas laisser partir. Donc généralement dès que les premières arrivent, je confirme le temps et c'est toujours bon. Moi je suis pas très... Là ça commence à... Quand les 3 premières sont passées, tu sais que ta journée elle est bien. La semaine dernière, une journée où ça marchait pas, on a tout fait à la main. Voilà, c'était dur. Tu veux, ça c'est un doublon. Le temps officiel, c'est le GPS qui reçoit directement là-bas. Et ça c'est un doublon en fait, au cas où il y aura un souci, une contestation, c'est ce chrono qui fera foi à la poire à la main. Donc ils passeront pile à la ligne, je déclenche et j'aurai le temps quasi similaire avec le temps GPS. Souvent ça arrive, ouais, des petits écarts entre le temps GPS et le temps ici sur l'imprimante. Mais bon, c'est vite rectifié, avant les premiers concurrents. Il y a un petit moment de stress, oui, ouais, comme tous les matins. Alors là on est dans le bus couchette d'Alpha 3. Qui est à la SS de la spéciale. Et puis c'est le logement pour tous les équipiers, toute l'équipe Alpha 3 sur la route quoi. Donc on dort dedans la nuit quand on roule pour aller au point d'après, au point du lendemain. Et puis voilà, puis c'est notre zone vie, chacun sa couchette, son petit emplacement et compagnie. C'est notre lieu de vie du moment qu'on arrive jusqu'au moment où on part. Il y en a qui ronflent, ouais, bah c'est la vie en collectivité, donc il y a tout dans, il y a les ronflements, ceux qui toussent, ceux qui regardent des films, il y a tout ça quoi. Le côté aventure. Le côté aventure, ouais. Il y avait des toilettes qu'on a condamnées et on s'en sert de douche quand on roule la nuit. Et puis sinon quand il fait beau la journée, on monte, on a récupéré des cabines de douche là, Quechua là. On monte une petite douche dehors avec la douche solaire et puis sinon bah là c'est des toilettes qu'on a montées aussi. Franchement on est multi-confort, hein. Internet et tout ça, mieux qu'à la maison quoi. Et on en a 2 comme ça, un pour l'équipe et puis le deuxième qui sert pour les chauffeurs des bus, le chauffeur du camion et nos 2 chauffeurs de pick-up. Enfin eux ils roulent la nuit du coup, donc la journée ils se reposent et ainsi de suite. En tout ça fait 2 bus, un pick-up et le petit camion Catherine qui est derrière. Camion petit-déj? Camion petit-déj, ouais, qui nous fait la bouffe, tout ça et tout. Bon, on va aller voir, c'est Rachid. Nous, on n'est jamais au bivouac. Il y a juste à la journée de pause, où là, on revient sur le bivouac pendant une journée 24 heures. Ça nous permet de reconditionner un peu le matos, on emmène le pick-up pour faire des petites réparations, remise à niveau et tout ça. Mais sinon on met quasiment jamais les pieds au bivouac. Puis on est en décalé un peu avec tout le monde parce que on a toujours un coup d'avance, donc on est toujours l'arrivée, on arrive dans la nuit sur le point d'arrivée de la journée. Du coup on a ce petit décalage avec les autres qui va bien. Et on est colocalisé avec nos amis de la télé et on se suit sur toutes les arrivées de spécial. Et là notre catering, le restaurant d'Al Rachid.
nous fait de la bouffe. Au départ c'était juste pour l'équipe. Et puis en fait, maintenant c'est devenu l'habitude, les motards ils s'arrêtent là tous. Ils garent la moto avant d'aller en zone interview et puis ils viennent manger, ils prennent le petit déjeuner, un café, ils se remettent un petit coup de chaud dans le corps. Donc c'est devenu un bon truc, et puis c'est confort pour eux parce que après il y a pas mal de liaisons, si des fois il y a beaucoup de kilomètres sur la liaison. Et du coup au moins ça leur met un petit truc dans le bide avant qu'ils partent. C'est convivial. Ouais, grave. Et puis c'est devenu un peu le petit point de rendez-vous de tout le monde. Je veux bien, il y a même le petit nom. On lui a créé une page Insta et tout ça. Quoi. Ah mais putain, c'est génial. On a déliré un peu. Ouais, un petit lieu de vie quoi. Ouais, c'est ça. Et vous, c'est bien aussi que vous voyez un petit peu aussi des concurrents. Ouais. Et puis ça nous permet d'échanger avec eux. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est les premiers qui voient après la spéciale. Et les gars, ils ont tapé 300-400 km de désert où ils ont strictement rien vu et ainsi de suite. Et puis là, ils arrivent là où ils sont détentes parce que la spéciale elle est finie, ils se préparent pour la liaison, donc ils se rééquipent, ils regardent un peu la moto, ils se mettent les impairs s'il pleut, ils mangent un coup et tout ça. Donc on les a sous un côté où ils sont plutôt détendus quoi. Déjà, on sent que la pression elle commence à redescendre et tout ça, et puis ils se préparent plus pour la liaison pour aller au bivouac du lendemain. Donc on a ce côté un peu plus convivial quand même avec eux qui est cool. On a un vrai échange avec eux, c'est sympa. Ouais, puis je pense qu'au niveau émotionnel, dès qu'ils arrivent, ils ont fini l'étape. Et puis ils nous racontent les aléas de la course, de ce qu'ils ont vécu. Tout de suite ils ont des trucs à raconter. Putain, j'ai galéré là, putain, je suis tombé là-haut, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est sympa. Après on a aussi un médecin qui est sur place avec nous. Donc lui qui va prendre en charge toute la bobologie, tout ce qui peut arriver et ainsi de suite quoi, pour les remettre un peu en selle pour la liaison. Chaque fois qu'on voit un truc, on se dit mais c'est vraiment une sacrée organisation. C'est ouf, c'est impressionnant. Ouais. La logistique elle est assez impressionnante. C'est beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et qui arrivent à faire tout ça. Non, c'est assez énorme. Vous êtes combien vous l'équipe ? 12-15, après tu rajoutes les chauffeurs, l'interprète. Chaque petit poste est hyper complet et complexe. Des gens qui ont un rôle sportif, de distribuer mes étiquettes. Moi au chrono, on a un qui est à l'antenne. Nouveauté de l'année. Le catering, ça avec le petit, ça nous refait tout ça. N'hésitez pas à liker la page sur Instagram. Avant, on cuisinait nous-mêmes. On récupérait, donc on avait un camion qui nous livrait la bouffe du bivouac. Des fois ça arrivait surgelé, ou des fois il fallait rebricoler un peu la bouffe qu'ils nous avaient filée quoi. Et donc du coup on faisait la popote nous-mêmes avec un feu et compagnie quoi. Là cette année c'est la petite nouveauté, c'est le camion catering qui nous suit avec le chef cuistot. Sympa Ah ouais. Parce que souvent on terminait les journées, donc il fait nuit, il fait froid, il y a du vent, on cuisinait les pâtes dans le sable, le riz, la salade, c'est vraiment, et du coup quand tu mangeais le soir ça croustillait régulièrement les soirs quand même. Et là depuis qu'on a découvert Rachid. Ouais. Un velours. Un Rachid, impeccable. Tu vois, il prépare et tout. Et là, vous allez voir tous les motards qui s'arrêtent là, c'est incroyable. C'est impressionnant. Ça devient the place to be. Et là, c'est génial parce que les arrivées, là, vous allez voir, au niveau des motos, pas les premiers. Les premiers, ils ne s'arrêtent pas. Et je pense qu'ils prennent. Ouais, à mon avis, ils ne vont peut-être pas prendre de risque de manger local, ce qui est surtout là au début de deuxième zone. Et on a 50 motos là qui vont s'arrêter. Ça a une ambiance très très particulière, il faut le voir. Là, ça va être blindé de parking moto. Typiquement, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais c'est génial. Là, vous allez faire de super images. Ils mangent partout, ils viennent discuter avec nous, ils viennent au café et tout, ça tchatche. C'est vraiment top. Génial. Ouais. Il faudra voir les motos. Et maintenant, ils le savent. Il y a un jour, on avait pas Rachid, et les motos s'arrêtaient, puis ils nous disent il n'y a pas de ravitaillement aujourd'hui là. Putain, on est obligé de rouler jusqu'au bivouac. Ils étaient verts parce qu'ils ont pris l'habitude de venir s'arrêter manger chez nous maintenant. Vraiment. Ça, c'est encore un truc du Dakar, voilà. Insoupçonné et puis. Ah, vous allez voir, c'est chouette. Trop bien. Benjamin s'est jamais arrêté à manger chez nous. C'est vraiment une raclure celui-là. Faudra lui dire. Et on lui propose, je lui dis vas-y, arrête de manger. Il me dit non, je rentre. Ah, tu sais, lui, c'est pas. Ouais, c'est ça. Il a ces trucs là. On va se faire relooker. Alors là, pour l'instant. Désolé, mais je pense que les mecs de l'arrivée sont mes préférés pour l'instant. On a bien reçu là. Café, t-shirt, canapé. On va essayer de répondre aux questions navigation aujourd'hui. Donc tous les jours, l'organisation nous fournit le roadbook le matin, 20 minutes avant le départ. On a donc 20 minutes pour l'installer sur la moto avant de prendre le départ. Il comporte en fait plusieurs cases. La case de gauche ici, c'est la distance. C'est la distance à laquelle se trouve la note. Par exemple ici, kilomètre 327,9. On a un waypoint caché, un WPC. Il y a des waypoints cachés, des waypoints masqués. Le waypoint caché, par exemple, c'est un waypoint qui s'ouvre dans un cercle de 300 mètres. Donc c'est des cercles qui ne sont pas visibles, hein. C'est purement fictif. Donc à partir du centre du waypoint, on a 300 mètres autour. Ça, c'est les waypoints cachés. Les waypoints masqués, ils s'ouvrent, eux, à 800 mètres. Et à 800 mètres, il y a une flèche qui nous envoie vers le centre du waypoint. Et on valide le waypoint à 90 mètres. Je ne sais pas si j'arrive à... Ça veut dire quoi, il s'ouvre? Il s'ouvre, c'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans ce grand cercle de 800 mètres autour de ce point, il y a une flèche, la même flèche qu'on voit ici, là. Je ne sais pas si on voit bien la flèche là, mais en gros,
il faut aller là-bas quoi. Et là en fait on a la distance to waypoint, DTW, distance to waypoint. Et en fait c'est la distance jusqu'au centre du waypoint pour aller valider le waypoint. Soit vraiment sur le point ou... Ouais voilà, c'est qu'il faut rentrer dans ces 90 mètres de validation. Donc c'est un cercle encore une fois fictif, il n'y a rien de marqué au sol ni rien. Donc c'est le GPS qui nous valide tout ça. Ok. Tu sais quand est-ce que c'est... Et bien ici on a un numéro, alors on l'a, ici c'est le numéro 1 et là on a 0. Le 0 c'est le waypoint qu'on a validé. Donc pour le moment on en a 0. Le numéro 1 c'est celui qu'on va chercher. Là je vais chercher le waypoint numéro 1 qui se trouve à 5700 km. Et en fait à chaque fois qu'on en passe un, bim, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. etc. Donc là par exemple c'est le waypoint caché numéro 115. On a le chiffre ici. Ensuite, donc la distance qu'on a ici, là ici on a notre compteur kilométrique. Celui-ci fonctionne avec le GPS. On appelle ça un répétiteur de cap et un odomètre. Ces deux écrans-là sont reliés au GPS et on a donc des données GPS. Alors que ce petit écran ici, c'est un écran, c'est un petit compteur comme un compteur de vélo et avec l'heure, la distance et la vitesse. Et celui-là on s'en sert de backup, enfin de secours surtout. Et je m'en sers pour la vitesse. Celui-là, j'y touche jamais et celui-là, je peux jouer un petit peu avec. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, dans cette case-là, une fois que j'ai validé ce waypoint, il y a la note. On est sur une piste. Il faut rentrer dans la vallée entre les deux montagnes, là, par exemple. Quitter piste principale, QTPP, et cap 345 dans cette vallée. Et là, on nous met suivre le cap. C'est souvent quand il y a beaucoup de pistes qui sont un peu parallèles, etc. Il ne faut pas oublier de bien rester sur son cap pour ne pas se perdre et pas partir sur une mauvaise piste. Pour faire défiler le roadbook, on a ce petit bouton ici. Et en fait, on peut le faire défiler, avancer ou reculer. Souvent, la question qu'on me pose, c'est est-ce que le roadbook il défile automatiquement en fonction des kilomètres? Eh bien non, c'est à nous de le faire évoluer en fonction de notre distance kilométrique. La distance ici, on la recale aussi régulièrement avec ces petits boutons là. Parce que si on est un petit peu décalé, forcément, ou si on a tourné, si on a jardiné, comme on dit dans le jargon, il faut se recaler, donc se remettre à la bonne distance avec ces boutons là. Cet écran là, donc c'est le répétiteur de cap, donc c'est le cap sur lequel on se dirige. Donc le cap, en fait, c'est des degrés, c'est de 0 à 360 degrés. Donc 0 ou 360, c'est plein nord. Ici, c'est les petites notes que je me mets. Donc là, c'est la spéciale qui fait 345 km, la liaison 383, l'essence au kilomètre 200. Et là, c'est les petites notes de navigation qu'on nous donne au briefing, qu'on a le droit de noter. J'ai un petit truc, là, un petit gadget ici. Là. C'est Charlie qui m'a donné ça l'an dernier et je trouve ça plutôt pas mal. C'est une petite pince en fait qu'on vient mettre sur le guidon, que je mets dans la poche en fait pour les spéciales. Et sur les liaisons, bah, voilà, ça fatigue un peu le poignet d'être toujours à la même vitesse et de ne pas bouger. Du coup, on pince ça dessus et ça vient s'appuyer sur le levier de frein et ça peut garder la poignée accélérée. Petite astuce, bien pratique pour se reposer un peu. On n'est pas obligé de s'arrêter. Par contre, c'est souvent quand on arrive à un waypoint qu'il y a des changements de direction où on aime bien valider, regarder un coup l'écran, s'assurer qu'on l'a bien attrapé. Donc, en général, on passe pas à bloc, sauf si on est vraiment sûr de soi, quoi. Bah, moi, je trouve ça intéressant. C'est ça qui rend le Dakar aussi intéressant. C'est que si on ne suit pas notre navigation, on peut se perdre et perdre beaucoup de temps, prendre des pénalités de waypoint ratés. Après, cette année, avec la pluie qu'on a eue, on va pas se mentir, derrière, on a beaucoup moins de travail de navigation parce que les traces sont quand même bien faites. Donc, on a plus à valider un petit peu notre navigation, mais on n'a pas un gros travail à faire pour le moment. Après, dès qu'on arrive dans des canyons, dans des rios un peu secs où on ne voit plus les traces, là ça peut être un peu plus chaud. Le roadbook, il y a encore quelques années, l'organisation le donnait la veille en fin d'après-midi. Ils ont arrêté ça pour plusieurs raisons. Alors avant, bon déjà pour nous amateurs c'est top parce qu'on n'a plus besoin de faire toute la peinture. Avant c'était des roadbooks en noir et blanc, il fallait tout colorier pour le rendre plus lisible, etc. Aujourd'hui on n'a plus à le faire parce qu'il est déjà colorié. Mais la raison principale pour laquelle ça a été arrêté, c'est la triche en fait. Toutes les équipes, les grosses équipes avaient des mapman, ça s'appelait, donc c'était des mecs qui étaient payés pour en fait transcrire le roadbook sur Google Earth et essayer de trouver des coupes en fait entre les waypoints pour faciliter un peu la vie des pilotes. Donc aujourd'hui ça n'existe plus, c'est plus possible grâce au fait qu'on reçoive le roadbook seulement le matin avant le départ de spécial. Ouais, il y a des petits coups de nav aussi qui se faisaient beaucoup plus avant que maintenant, mais aujourd'hui ça peut encore arriver, mais il faut en avoir des grosses quand même. C'est imagine, tu arrives à un point, tu sais que le deuxième il est ici et tu es en train d'ouvrir et tu dis bon j'ai envie de perdre les gars. Donc paf, tu te dis je pars au mauvais cap.
Et toi, tu sais à quel cap tu pars et tu sais à quel cap tu dois aller. Donc tu as un petit calcul à faire pour savoir comment repartir après. Mais là, tu pars comme ça. Et si tu arrives à simuler, je sais pas, genre une panne ou un truc comme ça en cours, les mecs ils continuent, ils se perdent un peu. Toi, tu repars, tu vas valider le point. Et ça, il n'y a que les très bons et très joueurs qui arrivaient à le faire, mais j'en connais quelques-uns qui l'ont fait dans les Top Gun et ça a réussi à foutre un beau bordel parfois. Ouais. Il y a eu souvent, même Peter, il a fait ça souvent à l'époque, des petits coups comme ça et ça marchait encore bien, quoi. Et aujourd'hui, plutôt bien pour une étape de reprise après une journée de repos, c'était une étape plutôt rapide, les kilomètres sont passés assez vite, c'était assez sympa à rouler. Il y avait quand même quelques dangers, fallait faire attention, mais je suis assez content de ma journée globalement. Une journée de plus de fête et on arrive bientôt là dans l'empty quarter, donc des spéciales qui vont commencer à être vraiment compliquées, je pense, aussi bien en navigation qu'en pilotage. C'est un mélange de tout, il y a un peu d'excitation, un peu de stress, mais j'ai plutôt hâte d'y être. Le sable, j'aime ça, donc je pense que c'est là-dedans où j'arrive à faire un petit peu la différence par rapport à certains de mes concurrents. Demain, on a une grosse journée. Aujourd'hui, c'est important de bien se reposer pour continuer cette semaine comme il faut. La journée de repos m'a fait énormément de bien. Physiquement, je me suis senti super bien aujourd'hui. J'avais plus de courbatures, rien du tout. Ça fait plaisir et on sent qu'on est prêt pour une nouvelle semaine de course.